Bien, le séminaire qui commence aujourd'hui est lié au cours que je donne le mercredi, ici au Collège de France, et à ce cours qui a débuté l'année dernière, qui se poursuit cette année, sous l'intitulé « Les usages de la Terre ». Le séminaire, quant à lui, aborde, par rapport au cours, des études de cas plus détaillées que celles peut-être que je peux examiner dans le cours, mais il aborde au fond la question générale dont le cours traite. Et c'est pourquoi je voudrais dire un mot en guise d'introduction à ce séminaire sur la problématique générale du cours et donc du séminaire. Je le ferai en rappelant très brièvement certaines des idées que j'ai développées hier et en m'excusant pour certains des auditeurs qui étaient également présents hier et qui vont donc être condamnés à une répétition de... Ne vous inquiétez pas, j'irai assez vite. Une répétition que je serai conduit à leur imposer. Donc le cours de cette année et le séminaire, bon, par conséquent, prolonge celui de l'année dernière et constitue la deuxième partie d'un cycle dans lequel je m'intéresse à la façon dont l'anthropologie a décrit et analysé les modalités et les institutions du vivre ensemble dans les collectifs non modernes. Cette entreprise a notamment pour ambition de problématiser à nouveau frais l'étude des domaines de la vie collective des humains qui sont ordinairement compartimentés par les sciences sociales et notamment par l'anthropologie dans des rubriques spécialisées qui sont en général, c'est un peu moins le cas maintenant, mais ça a longtemps été distribué entre des cours d'anthropologie politique, d'anthropologie économique, d'anthropologie de l'environnement, d'anthropologie religieuse, etc. Et donc aller à l'encontre de cette compartimentation afin de mieux prendre en compte la diversité des régimes ontologiques sous lesquels humains et non-humains sont assemblés. C'est un sujet immense, évidemment, et j'ai décidé de m'occuper des collectifs non modernes exclusivement. La raison principale de ce choix, elle est à la fois d'ordre épistémologique et d'ordre politique. En tentant d'échapper, c'est une entreprise qui n'est pas facile, mais qui est nécessaire, en tentant d'échapper à l'eurocentrisme des notions au moyen desquelles les collectifs non modernes sont habituellement conçus et qualifiés par l'anthropologie, on est au fond contraint de puiser dans les ressources intellectuelles et dans les expériences de vie commune proposées par ces mêmes collectifs, les moyens d'échapper à la contingence historique des concepts anthropologiques, et c'est peut-être l'occasion de reformuler ces concepts afin qu'ils puissent aussi s'appliquer aux modernes. La première phase de ce programme, celle qui a occupé le cours de l'année dernière, a consisté à reprendre l'un des fondements les plus élémentaires du vivre ensemble, qui est le rapport à la Terre, et plus précisément les modalités concrètes de l'usage des lieux et les manières dont les lieux sont conceptualisés et utilisés. Le cours de cette année poursuivra dans cette direction. Toutefois, et avant de préciser l'articulation entre ces deux phases du cours, il faut dire quelques mots des raisons de ce choix. Il s'inscrit dans une entreprise plus générale de reformulation des concepts anthropologiques, dont l'une des motivations principales est d'approfondir le travail de critique, de relativisation des outils analytiques en usage dans les sciences sociales, afin d'en proposer d'autres qui soient plus fidèles aux réalités très diverses que ces outils ont pour mission d'appréhender, de qualifier et d'organiser dans une visée comparative. C'est comme ça que je conçois la mission de l'anthropologie. Or, les notions clés de ces disciplines, que vous connaissez tous, parce que nous les utilisons au quotidien à la fois
comme chercheurs, mais aussi parce qu'elles sont devenues d'un usage commun dans le langage courant, dans les médias, etc., culture, nature, société, religion, histoire, art, etc. Toutes ces notions se sont développées dans un contexte qui a permis d'éclairer notre condition collective d'Européens et de mettre des mots sur des réalités qui étaient en train de prendre une réalité perceptible entre le début du XVIIIe et la fin du XIXe siècle, qui a été une période cruciale durant laquelle, d'abord, les sciences sociales ont émergé et durant laquelle elles ont forgé les principaux concepts qui ont permis à l'Europe de se définir de façon réflexive comme un collectif ancré dans un processus historique. Or, ces concepts, ils sont tous sauf transhistoriques. Ils sont liés à une circonstance historique très particulière. Ils sont le produit d'une histoire sociale et culturelle. Et ils sont donc liés au destin socio-historique de l'Europe. Mais ils ont été néanmoins, et d'une certaine façon c'était inévitable, réemployés pour décrire, analyser, comprendre des sociétés européennes, non européennes, pardon, comme si la validité de ces concepts était universelle. Et c'est pour ça qu'il m'a semblé nécessaire de pousser plus loin la réflexion en remontant vers un niveau plus élémentaire, disons, d'élaboration du monde commun, en l'occurrence le niveau de la détection des régularités dans le monde, lesquelles régularités, lorsqu'elles sont systématisées, en tout cas c'est le pari que je fais, ont pour effet de produire des formes de collectifs, des conceptions du sujet, des théories d'action, des modes épistémiques, des conceptions du temps et de l'espace qui sont propres à de larges univers sociaux. Donc en procédant de cette manière, je ne considère pas plus, comme il est d'usage encore dans les sciences sociales, les sociétés, ce que nous appelons les sociétés en temps ordinaire, comme des réalités déjà constituées, c'est-à-dire comme des assemblages d'humains qui se sont donnés des conventions, mais je cherche plutôt à comprendre comment apparaissent des collectifs singuliers dont certains seulement se pensent comme des sociétés. Ces collectifs singuliers, évidemment, peuvent prendre des formes extrêmement différentes. Un mot encore pour préciser ce que j'entends par collectif. Encore une fois, je l'ai déjà dit hier, mais je le répète aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. Contrairement à d'autres catégories qui désignent des ensembles organisés d'êtres, le concept de collectif a le mérite de ne pas préjuger du contenu de ce qui est associé, ni des modes de l'assemblage. Autrement dit, avec le collectif, la dissociation ontologique entre les associations d'humains et les regroupements de non-humains n'a plus lieu d'être. Et ce n'est pas, évidemment, que toutes les formes d'association soient identiques, puisque c'est précisément le rôle de l'anthropologie de comprendre la diversité de ces formes d'association, mais leur typologie ne repose plus sur la distinction de principes entre humains et non-humains qui fondent le régime de la modernité. Alors je rappelle, je l'ai rappelé hier déjà, que j'ai emprunté la notion originellement à Bruno Latour, mais que l'emploi que j'en fais est assez différent du sien, pour ceux d'entre vous qui êtes familiers avec les travaux de Latour, en particulier l'un des endroits où il définit le mieux la notion de collectif, c'est dans Politique de la nature, si mes souvenirs sont bons. Pour Latour, le collectif, c'est le produit d'une action littérale de collecte. C'est le résultat d'une action de collecte au moyen de laquelle divers types de forces, divers types d'êtres sont associés. Donc c'est un processus, c'est même un projet, c'est un projet politique, c'est un projet épistémologique, c'est un projet métaphysique qui est indissociable de la théorie d'acteurs-réseau dont il constitue l'un des principaux outils et qui consiste à assembler des entités hétérogènes et non encore réunies ensemble pour éprouver la pertinence de leur assemblage. Or, la
position que je défends, c'est que les collectifs ne prennent pas seulement consistance comme le produit d'une collecte opérée par un analyste, ils existent aussi sous des formes stabilisées que l'anthropologie sociale et politique a sans doute décrites de façon fragmentaire et dans un registre relativement anthropocentrique depuis un peu plus d'un siècle, mais qu'il n'est pas impossible de restituer dans toute la richesse et dans toute la complexité de leur architecture. Autrement dit, un collectif, au sens où je l'entends, c'est une forme stabilisée d'association entre des êtres qui peuvent être ontologiquement homogènes ou hétérogènes, et dont aussi bien les principes de composition que les modes de relation entre les composantes sont spécifiables, et donc ce n'est pas uniquement l'affaire d'un analyste, sont spécifiables et susceptibles d'être abordés réflexivement par les membres humains de ces assemblages, notamment lorsqu'il s'agit de qualifier des relations avec des collectifs voisins où ces principes et ces modes n'ont pas cours, une entreprise que tous les ethnographes connaissent bien. Alors, comment appréhender les collectifs selon la manière dont ils sont conceptualisés et vécus par ceux qui les composent? Eh bien, par des enquêtes empiriques d'abord, et parce que la question sociologique, c'est au premier chef une question d'inventaire, c'est-à-dire quel être est associé avec quel autre, ou au contraire séparé de lui, de quelle façon, par quel type de lien, pour faire quoi en commun, mais pour indispensable qu'elles soient, les études empiriques qui décrivent ou qui répondent à ces questions ne sont pas suffisantes à elles seules pour distinguer des lignes directrices dans la façon dont les collectifs sont composés. Autrement dit, pour indispensables qu'elles soient, les études empiriques ne sont pas suffisantes à elles seules pour distinguer des lignes directrices dans la façon dont les collectifs sont organisés ou composés. Et l'hypothèse que j'ai faite, c'est donc que les principes de composition d'un collectif dépendent, en définitive, des modes d'identification que j'ai mis en lumière dans certains de mes livres, et c'est pourquoi je conduis cette enquête en m'intéressant tour à tour aux formes de collectifs dans lesquelles les différents types d'ontologie trouvent à s'exprimer. Mais comme je suis conscient par ailleurs de l'extrême diversité de ces formes lorsqu'on les aborde du point de vue des institutions qu'elles abritent, j'ai choisi de m'intéresser surtout aux mécanismes assurant le contrôle de l'espace, aux manières d'habiter des lieux, d'en tirer parti, au type de cohabitation avec des non-humains auxquels ces lieux se prêtent. Bref, au rapport à la Terre, entendu dans son sens le plus général. Aujourd'hui comme hier, c'est une question absolument centrale, bien sûr, puisque même les populations humaines les plus mobiles dépendent néanmoins des lieux qu'elles traversent et des liens qu'elles entretiennent avec les humains et les non-humains qui les occupent. Et en outre, mettre l'accent sur la manière d'habiter l'espace permet aussi d'éviter une approche trop anthropocentrique, puisque à peu près tous les êtres reconnus comme pouvant composer un collectif sont aussi dépendants de lieux plus ou moins identifiés, plus ou moins circonscrits. Les plantes, les animaux, les divinités, les cours d'eau, les volcans, les esprits, les morts, les totems, sont tous localisés dans des sites, dans des domaines, dans des biomes, dans des formations géologiques qui vont les stabiliser dans leur rapport aux autres existants avec lesquels ils partagent un milieu de vie. Donc cette question du rapport à la Terre, elle sera examinée au cours du séminaire de différentes façons, soit en examinant à partir de cas concrets comment l'accès des humains à la Terre et aux ressources passe le plus souvent par des médiateurs qui ne sont pas humains, qui ne sont plus humains, des animaux, des plantes,
des divinités, des ancêtres, des génies du lieu, des éléments du relief, et qui deviennent de ce fait une composante cruciale de la souveraineté des collectifs, soit en revenant sur les sources philosophiques et juridiques en Europe de la conceptualisation des modes d'appropriation de la terre, et aussi et surtout peut-être sur les nouvelles directions que prend à l'heure actuelle cette conceptualisation sous l'effet de la crise écologique et de l'accroissement des inégalités. Donc la propriété de la terre et des choses, la question des biens communs, les conflits de souveraineté entre différentes échelles d'usage des territoires, le rapport entre la protection de l'environnement et les usages traditionnels de la nature sont maintenant pensés à nouveau frais. Et les directions de recherche originales qui émergent de ces domaines permettent de nouer un dialogue entre, disons, la sociologie politique des modernes et la sociologie politique des non-modernes, un dialogue qui est fondé sur l'émergence de reconstituer peut-être un langage commun, puisque à l'époque des fondateurs de la sociologie, Durkheim en premier chef, Durkheim avait proposé un langage commun, mais pour toutes sortes de raisons dont peut-être Pierre Charbonnier va parler, ce langage commun maintenant n'est plus adéquat. Et c'est donc de ce dernier registre que relève l'orateur que j'ai invité ce matin, Pierre Charbonnier, donc, qui est un jeune philosophe, permettra de dire qu'il est encore jeune, qui est chargé de recherche au CNRS et qui consacre depuis une dizaine d'années ses recherches aux relations entre les sciences sociales et la question de la nature ou la question environnementale d'un point de vue qui est à la fois philosophique, donc épistémologique, mais aussi politique. Alors, il est l'auteur de pas mal de publications déjà, et notamment l'auteur d'un livre qui s'appelle « La fin du grand partage », qui a été publié en 2015 et qui est une étude de la façon dont les sciences sociales, depuis Durkheim précisément, ont rendu compte de la question de la nature. Il est aussi l'éditeur intellectuel d'un livre qui vient juste de sortir en Angleterre ou aux États-Unis, je ne me souviens plus, qui s'appelle Comparative Metaphysics, Ontology After Anthropology. Et je rajoute que nous avons écrit un livre en commun d'entretien qui s'appelle La composition des mondes. Donc je te laisse la parole et je te remercie d'avoir accepté de te prêter à cet exercice. Merci Philippe et merci effectivement pour cette proposition. Je vais repartir en fait directement des éléments que tu viens de poser, puisqu'au fond je vais moi aussi m'engager dans ce projet très vaste et passionnant d'une analyse comparative des formes de territorialité, en considérant effectivement, comme tu l'as suggéré, un peuple singulier, le nôtre, dont la constitution politique, morale et juridique va elle aussi avoir avec des usages de l'espace. Alors, je crois que l'intérêt principal de la proposition que fait Philippe Descola à la communauté de recherche en général, et donc en l'occurrence à moi aujourd'hui, pour la philosophie politique, je crois que l'intérêt de cette proposition est qu'elle nous contraint à concevoir notre propre régime de territorialité comme une variante à l'intérieur d'un ensemble plus vaste de possibilités. C'est-à-dire qu'elle nous conduit à, comme on dit parfois, à provincialiser, ou en tout cas à relativiser l'adéquation entre société et territoire, qui très souvent, pour nous ordinairement, mais aussi pour la philosophie politique, constitue quelque chose comme une évidence, quelque chose qui est très souvent mis en avant comme un problème fondamental pour la pensée politique, et d'ailleurs tout autant pour la pensée critique. Il semble que nous vivions, et que ça aille de soi, dans des groupes sociaux qui sont fixés sur le sol, à la fois par les caractéristiques matérielles de notre coexistence, la technique notamment, mais aussi par un contrat juridique qui nous rattache à un État, lui-même tenu dans des frontières. Je crois que c'est ce genre d'évidence qu'il s'agit de questionner à partir des instruments, notamment, que propose l'anthropologie. Alors, pour ma part, dans ce cadre général,
je n'ai entre les mains pas beaucoup plus que notre propre tradition intellectuelle, celle notamment de la philosophie, mais aussi du droit, de l'économie. Et donc je suis dans une position, disons, un petit peu difficile à l'égard du cadre que vient de poser Philippe, puisque j'ai au fond deux tâches à réaliser. La première consistant à examiner la constitution historique de cette adéquation entre société et territoire, et de l'examiner, comme je viens de le dire, en suspendant son caractère d'évidence. Et puis deuxièmement, disons, deuxième partie de cette tâche, projet d'une reconsidération critique des relations qui se sont nouées et qui se nouent toujours entre société, État, territoire et économie. En effet, l'une des idées que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est que la superposition des groupes sociaux et des territoires, qui semblait être un acquis depuis le 19e et 20e siècle, et dont, si vous voulez, l'État-nation est l'incarnation apparemment la plus évidente, ces relations sont en train de subir des transformations massives qui invitent à remettre en question la territorialité implicite des pensées politiques modernes. Ces transformations, et je vais essayer de vous le montrer, sont liées aux conditions écologiques générales que produisent nos sociétés, les sociétés industrielles, et qu'elles produisent en tant qu'elles se projettent dans des espaces sur lesquels il faut revenir. C'est évidemment la question climatique et le degré de magnitude auquel elle est parvenue qui impose une telle reconfiguration des relations interétatiques, commerciales et juridiques à l'échelle locale et globale. Alors, on peut dire que dans ces conditions, je contribue à ma façon au projet d'une analyse de nous-mêmes comme variante à l'égard d'une pluralité de régimes de territorialité, même si on sait, et l'anthropologie nous l'apprend, que c'est justement la pluralité de ces régimes de territorialité qui est probablement menacée, compromise. Alors, avant de rentrer dans le détail de mes analyses, je voudrais juste reprendre et développer mes hypothèses de travail, en fait pour vous dire tout de suite de quoi il sera question, quels sont les enjeux que j'essaye de clarifier. Donc je me situe dans le cadre général qui est celui de l'écologie politique, c'est-à-dire d'un projet de pensée politique qui admet comme centre de gravité non pas l'autonomie du corps social intersubjectif, celui que effectivement la sociologie classique avait conceptualisé, mais la composition des relations entre des humains et des non-humains, c'est-à-dire les rapports collectifs qui s'instituent avec des ressources, des espaces, des objets scientifiques et techniques. L'écologie politique, à mon sens, peut contribuer à une réalisation, certes peut-être tardive, mais en tout cas bienvenue, d'un trouble grandissant dans l'adéquation apparente entre une société et son territoire, cette adéquation dont je parlais en commençant. Alors à partir d'un certain nombre de travaux empiriques, notamment en histoire et en économie, que je vais vous exposer tout de suite, je crois que la philosophie politique est aujourd'hui en mesure de faire des rapports au territoire un problème central, un problème qui auparavant était inaperçu. Ici, par territoire, pour vous donner une définition rapide, mais qui est tout à fait concordante avec ce que Philippe vient de dire, j'entendrai une portion d'espace géographique dans laquelle doit ou devrait se contenir une entité politique donnée qui confère à cette entité son unité et qui concrétise la souveraineté qu'elle exerce sur elle-même. Je crois que très simplement, nous sommes aujourd'hui en mesure de mettre sous le feu de la critique ces conceptions implicites du territoire, ainsi que leurs conséquences politiques et environnementales. Et je crois pourtant que ces conceptions-là, même si elles sont à critiquer, ne le sont pas sous le régime de la pure et simple illusion, de l'erreur, de la fausse conscience. La modalité de la critique que je vais vous proposer aujourd'hui consiste à montrer que notre régime de territorialité est en fait le résultat d'un assemblage qui est fortuit, qui est historiquement contingent, qui est d'ailleurs en large part dû au hasard. Donc un assemblage fortuit entre deux régimes d'accès à l'espace, deux régimes d'accès aux ressources, qui sont hétérogènes l'un par rapport à l'autre, mais que l'histoire a amené à fonctionner ensemble. Et donc, justement, l'hétérogénéité n'a pas été vue. Je crois que les conditions dans lesquelles ces deux régimes de territorialité ont été amenés à coexister sont en train de s'effondrer et que, précisément, leur coexistence est devenue explosive, est devenue dangereuse. Voilà. Donc, il s'agit d'un travail en cours, évidemment, que je vous propose aujourd'hui. Et
il passe par quelques prises de risque, par quelques raccourcis historiques, théoriques, comme c'est toujours nécessaire quand on a besoin de faire ressortir des lignes de force dans une réflexion. Donc j'expose tout ça à votre critique, et vous verrez que on va passer de lieux à la fois géographiques et théoriques très différents les uns des autres, mais c'est justement à travers cet assemblage d'éléments très différents que je vais essayer de proposer une déstabilisation des conceptions politiques modernes du territoire. Alors, je crois que c'est... Il y a une petite diapo, c'est vraiment pour vous occuper les yeux, il n'y a pas beaucoup de contenu dedans, sauf à l'occasion les citations un peu longues que je vous donnerai, comme ça vous les aurez sous les yeux. Donc, rien de fondamental à regarder. Alors, je pense que c'est chez Marx qu'on va trouver les premiers éléments théoriques vraiment probants qui montrent que la transformation des rapports collectifs à la nature, sous l'effet de la dynamique de modernisation, et notamment de modernisation économique, qu'on appelle en général le capitalisme, ont quelque chose à voir avec notre rapport à l'espace. Marx utilise très souvent l'expression, à mon sens parlante et utile, d'incorporation de la terre au capital. Et quand il dit terre, dans cette formule, il entend à la fois la terre au sens de l'espace productif, du facteur de production, si on peut dire en termes marxistes, mais aussi de la terre au sens géographique, spatial, d'une extension d'un espace d'habitat. Donc l'incorporation de la terre au capital désigne, d'après Marx, le mouvement par lequel la valeur qui a été progressivement extraite du travail appliqué à la terre et à la proto-industrie est investie dans le réaménagement de l'espace. Ce réaménagement de l'espace prend essentiellement deux grandes formes dans la description qu'en donne Marx, et avec lui d'ailleurs les pensées socialistes du XIXe siècle. D'abord le réaménagement de l'espace, si vous voulez, natif de la dynamique de modernisation économique capitaliste. C'est la réorganisation notamment des campagnes, d'abord anglaises, puis européennes, sous l'effet d'une reconfiguration des rapports de propriété que très souvent l'historiographie économique compacte dans le problème des enclosures, tel que Polanyi puis Thomson l'ont conceptualisé. Et puis concernant le reste du monde, les régions, disons, non européennes, c'est essentiellement la configuration productive de l'espace colonial, dont un des prototypes politiques et on peut dire agronomiques est représenté par les plantations, notamment de canne et de coton. Alors, comme l'a remarqué Polanyi après Marx, ce processus de réaménagement de l'espace a affecté en même temps, je vous le disais déjà tout à l'heure, la terre en tant que facteur de production, c'est-à-dire en tant qu'une réalité naturelle qui fait croître, qui fait pousser les choses vivantes, et puis la terre en tant qu'habitat, c'est-à-dire en tant qu'espace vécu par des groupes humains, un espace dont ils tirent une partie de leur identité sociale, leur sentiment d'appartenance, mais aussi de leur sentiment de sécurité, une stabilité des relations sociales inscrites dans un espace donné. Les améliorations agronomiques et la reconfiguration du travail dans les campagnes puis dans les fabriques intensifient les forces productives et par là même pèsent sur la distribution spatiale des hommes et sur l'identification spontanée qu'ils entretiennent avec le lieu de leur existence. Je crois que ces éléments sont tout à fait patents, moins dans le Capital que dans le texte dont on ne traduit pas le titre, les Grundrisse, qui est antérieur de quelques années à l'écriture du Capital, où la dimension spatiale du Capital, justement, prend une forme tout à fait manifeste. Je lis rapidement avec vous les passages que j'ai sélectionnés. La tendance à créer le marché mondial est immédiatement donnée dans le concept de capital. Chaque limite y apparaît comme un obstacle à surmonter. D'où la tendance du capital, premièrement, à élargir continuellement la sphère de la circulation et deuxièmement, à la transformer en tous ses points en production fondée sur le capital. D'où, de là suit, l'exploitation de la nature entière à la recherche de nouvelles qualités utiles dans les choses, d'où l'échange à l'échelle universelle de produits fabriqués sous tous les climats et dans tous les pays, les nouveaux traitements artificiels appliqués aux objets naturels pour leur donner de nouvelles valeurs d'usage. D'où l'exploration de la Terre en tous sens, aussi bien pour découvrir de nouveaux objets utilisables que pour donner de nouvelles propriétés d'utilisation aux anciens et utiliser comme matière première leurs nouvelles qualités. Bon, je ne lis pas plus loin, vous pouvez regarder la suite si vous voulez, mais c'est à peu près la même idée.
Donc non seulement il n'y a rien dans la nature elle-même qui semble pouvoir résister au pouvoir d'expansion du capital, mais on pourrait même dire au contraire que les propriétés intrinsèques de la nature, et notamment sa diversité interne, sa diversité qualitative interne, semblent l'inviter à cette exploitation systématique, qui est adossée à un ensemble de savoirs et d'attitudes corrélés au procès de l'appropriation. Pour le dire tout simplement, et cette fois dans les termes qui sont plutôt ceux de Philippe Descola, il semble que le médiateur pratique et symbolique qui organise les rapports entre l'homme et la terre semble être, à partir du XIXe siècle, le capital et son instrument, qui est le marché libre. Pour Marx, il ne fait pas de doute que cette réorganisation des rapports collectifs à la terre a une vocation universelle, et universelle à la fois au sens, on peut dire, géohistorique, d'extension pratique maximale, mais aussi au sens, si vous voulez, conceptuel, spéculatif, au sens d'un destin des sociétés. Alors cette dynamique prend différentes formes historiques, dont certaines ont été repérées par Marx lui-même et d'autres par ses successeurs, dont Karl Polanyi dans la Grande Transformation que j'ai déjà mentionné. Alors, je vous l'ai dit déjà, c'est notamment le changement des rapports de propriété, le passage des terrains communaux sous le régime de la propriété privée, qui affecte les modes de production paysans désormais soumis à la loi de la rente, c'est-à-dire un marché tendanciellement globalisé, tendanciellement mondial du grain. Le revenu de la terre est désormais alloué par des mécanismes d'offre et de demande qui sont hors de portée de la sphère pratique du producteur lui-même, et notamment hors de portée de la détermination coutumière des prix dans les rapports agraires, qu'ils soient féodaux ou, on peut dire, proto-industriels, comme l'a montré vraiment très brillamment Thomson dans la formation de la classe ouvrière anglaise et d'autres travaux. Alors ce passage entraîne ensuite le processus très connu de déplacement de population, de reconfiguration des rapports entre ville et campagne vers les fabriques, que je ne vais pas développer, je pense que c'est connu. Parallèlement, l'économie des plantations coloniales, notamment de sucre et de coton, fournit le modèle central de supervision du travail qui ensuite a été appliqué dans les fabriques. C'est quelque chose qui a été montré par de nombreux auteurs, mais notamment par l'anthropologue Sidney Mintz, dont le travail est un petit peu oublié aujourd'hui, mais qui est, à mon sens, fondamental pour comprendre ces choses-là. Et je pense que cette économie des plantations coloniales est, au fond, le cas prototypique d'une destruction méthodique de l'espace comme habitat et de la réorientation productive des écosystèmes, notamment les écosystèmes tropicaux. Alors l'essentiel pour nous, c'est de comprendre qu'au cœur de l'analyse du capital, il y avait donc d'emblée une dimension spatiale. Et c'est important de le noter parce que très souvent, on analyse Marx comme un penseur de l'histoire, et c'est évidemment juste, mais la géographie marxiste, elle aussi, est fondamentale pour comprendre non seulement Marx, mais aussi les dynamiques économiques du 19e et 20e siècle. Alors, c'est à la fois intéressant et on peut dire curieux dans le sens où, à l'époque même où écrit Marx, l'Europe est mue par un mouvement qu'on pourrait dire au contraire, ou en tout cas en tension avec le mouvement que je viens de décrire, qui est, on pourrait dire, celui des grandes passions nationales et nationalistes, c'est-à-dire l'idée que la diffraction de l'espace européen, la diffraction en fait de l'empire chrétien en une multiplicité d'États sous l'effet notamment des schismes religieux, devient au XVIIIe et surtout au XIXe siècle, si vous voulez, l'appui pour des mouvements d'émancipation des peuples, et donc mouvements d'émancipation des peuples qui tirent profit de la diffraction de cet espace européen. On peut dire que par rapport aux analyses du capitalisme en phase de globalisation de Marx, cette diffraction de l'espace politique européen apparaît du coup comme une sorte de curiosité, comme un contre-mouvement, ou en tout cas quelque chose qui va dans le sens contraire à celui qu'on aurait pu conceptualiser avec Marx. Et je fais simplement cette remarque pour l'instant parce qu'elle sera utile dans la suite de ce que je vais vous montrer. Alors, les analyses que fait Marx, je les prends ici simplement comme point de départ, parce qu'elles ont fourni une référence plus ou moins explicite pour un ensemble de travaux menés en histoire, en économie, sur des bases, on peut dire, empiriques et méthodologiques un petit peu plus abouties que celles de Marx, disons moins spéculatives, mais qui revisitent de façon, à mon avis, fondamentale l'articulation entre société, capital et territoire. Je prendrai, alors il y a évidemment de très nombreuses réalisations intellectuelles dans ce domaine, je prendrai comme référence un ouvrage très important de l'économiste espagnol Joan Martínez Allier qui s'appelle « L'environnementalisme des pauvres ». C'est un livre du début des années 2000 qui a tout récemment été traduit en français.
Alors, le livre, donc L'environnementalisme des pauvres, aborde la question des conflits écologiques notamment entre le Nord et le Sud, à partir des instruments analytiques qui sont fournis par l'économie écologique. L'économie écologique, c'est une branche hétérodoxe de l'économie, de pensée économique, qui considère la sphère de la production et des échanges économiques comme un sous-ensemble du métabolisme matériel planétaire, c'est-à-dire des relations écosystémiques générales. L'économie écologique met donc l'accent sur l'économie des ressources et des matières premières qu'elle conçoit comme l'input matériel initial qui conditionne l'ensemble des circulations de valeurs. L'économie écologique refuse le système des prix comme mesure adéquate pour raisonner non pas en termes de prix, mais en termes d'énergie, l'énergie contenue dans les productions agricoles et dans le travail notamment. Elle raisonne en termes d'énergie, en termes de masse nette, la masse nette des matières premières extraites, matières minérales notamment, et en termes d'espace. L'économie écologique est donc anti-économique du point de vue des défenseurs du cadre néoclassique dominant, puisque l'institution du marché, d'après elle, ne constitue plus une référence absolue, mais une élaboration seconde où l'utilité et la valeur monétaire sont en décalage profond avec les métriques naturalistes, matérialistes qu'elle se donne. Alors ce cadre théorique qui n'est pas purement et simplement inventé par Martin Zalier, c'est une grande tradition intellectuelle qui le dépasse, mais dont il est un des représentants principaux. Ce cadre théorique a été investi par Martin Zalier pour donner un compte-rendu matérialiste des asymétries entre le Nord et le Sud, entre les économies d'abondance et leurs arrière-pays extractivistes, notamment l'Asie du Sud et l'Amérique latine. Les premières, les économies d'abondance, se rendant propriétaires via des phénomènes d'inégalité écologique globale, disons propriétaires ou bénéficiaires, des choses, des matières, des ressources prélevées chez les seconds. Martin Zalier interprète donc la globalisation de l'économie comme un phénomène de transfert matériel où domine une asymétrie structurelle entre certaines parties du monde qui sont devenues capables de projeter leur pouvoir économique sur des territoires étrangers, et dont elles incorporent la valeur à une économie nationale, et d'autres parties du monde qui sont condamnées à convertir leurs ressources primaires en biens marchands, destinés au commerce extérieur et pour produire un revenu dont elles sont dépendantes, dont elles sont tributaires. Elles sont tributaires de ce revenu au risque de menacer l'autosuffisance alimentaire locale, de menacer les équilibres écologiques eux aussi locaux, ainsi que très souvent les droits des populations traditionnellement bénéficiaires de ces ressources de subsistance. Populations bénéficiaires que sont principalement les populations paysannes et les communautés indigènes, qui sont parfois les mêmes, très souvent les mêmes. Alors, je crois que toutes ces choses sont aujourd'hui assez bien connues, notamment sous l'effet des mouvements activistes de protection des droits paysans et indigènes qui sont devenus depuis les années 90 un des moteurs principaux de la critique de l'ordre économique global. Donc je ne développe pas. L'une des expressions les plus connues, c'est pour ça que j'ai mis l'image dans la diapo, l'une des expressions les plus connues du modèle d'analyse de l'économie écologique, c'est ce qu'on appelle l'empreinte écologique des économies. L'ensemble des biens matériels consommés en un lieu et à un moment donné peut en effet être exprimé à travers un équivalent spatial, qui est la superficie de terre nécessaire à la production primaire de ces biens, ainsi qu'à l'absorption des effets de leur consommation. Les marchandises, donc, du point de vue de l'économie écologique, se traduisent donc en surface mobilisée, non pas virtuellement, mais réellement, si ce n'est que cette surface est très souvent localisée au-delà des frontières d'une économie nationale donnée. Aujourd'hui, l'empreinte écologique globale de l'humanité, vous le savez, dépasse de très loin la surface totale de la Terre, tout simplement parce que l'usage massif des combustibles fossiles correspond à des surfaces productives équivalentes qui sont énormes. Et ce qui tend aussi à obscurcir les différences internes d'empreinte, celles qui permettent de voir la variation entre, mettons, un État européen et un État africain ou d'Amérique latine. En tout cas, le monde entier ne peut pas vivre sur le régime économique de l'Europe, mais, c'est une des choses que montre l'économie écologique, si des poches de développement de ce genre peuvent exister, c'est bien parce que l'échange écologique inégal est un phénomène structurant de l'économie et de l'écologie globale.
Autrement dit, certaines sociétés, certains groupes humains vivent en consommant un espace qui n'est pas le leur. Et quand je dis qui n'est pas le leur, c'est précisément en fait, le problème qui va maintenant constituer mon point de réflexion central. Alors, je crois qu'une autre référence intellectuelle contemporaine permet de bien fixer ce problème de la tension entre la spatialité économique et la spatialité politique des sociétés modernes. C'est la contribution de l'historien américain Kenneth Pomerantz dans La Grande Divergence, un ouvrage de 2001. Alors, La Grande Divergence, son intérêt par rapport à Martinez-Allier, c'est qu'il mène une analyse territoriale de l'économie globale qui est plus historique, c'est-à-dire génétique, et comparative, surtout. Le raisonnement de Pomerantz part en effet d'une critique des conceptions eurocentriques, de ce qu'on appelle généralement le décollage économique de l'Angleterre et de l'Europe au XIXe siècle, c'est-à-dire des récits qui tendent à faire reposer l'avantage économique durable de l'Europe sur le reste du monde, sur la qualité intrinsèque de ses institutions, notamment sur la maturité de longue date des marchés commerciaux, sur l'innovation technique, voire sur des facteurs culturels comme la disposition au travail. Le travail que mène Pomerantz, notamment sur certains bassins économiques de la Chine au XVIIIe et au XIXe siècle, montre que selon tous ces critères de caractéristiques internes de ces bassins économiques, le cœur économique de la Chine, qu'est donc la vallée du Yangtze, présente un profil tout à fait similaire à l'Angleterre, au même moment. Pour Pomerantz, c'est seulement un raisonnement rétrospectif qui nous pousse à anticiper la domination économique européenne et à y voir l'expression d'un avantage qui était auparavant politique, institutionnel et technologique. Donc jusqu'en 1810-1815, il n'y a pas d'avantage matériel repérable de l'Angleterre sur le reste du monde, et sur la Chine et a fortiori sur le reste du monde, disons. Mais ce premier pas du raisonnement de Pomerantz ne fait que rendre l'explosion économique du XIXe siècle plus frappante, puisqu'elle se retrouve en porte-à-faux par rapport à la plupart des facteurs de développement traditionnellement reconnus par l'historiographie. Donc Pomerantz, en s'appuyant sur des données quantitatives extrêmement nombreuses, montre que cette divergence, la divergence entre l'Angleterre et la Chine, tient aux réponses contrastées qu'elles ont pu apporter au problème des limites écologiques du développement matériel, notamment limites démographiques et limites énergétiques et spatiales, comme je vais vous le montrer tout de suite. Pomerantz ajoute, de façon, à mon avis, tout à fait subtile et qui n'a pas souvent été repérée par sa réception, qu'il est totalement impossible de donner une interprétation téléologique à cette divergence des chemins économiques et écologiques, puisqu'elle tient, cette divergence, très largement aux effets du hasard. L'Angleterre a eu un accès aux ressources complémentaires extérieures à son territoire national que constituait l'apport de la périphérie impériale et celui des stocks de charbon souterrains. C'est notamment ce deuxième facteur qui est largement une contingence matérielle de la formation du terrain anglais. De son côté, la Chine, n'ayant pas développé de politique maritime ambitieuse, ayant affaire à des périphéries démographiques et économiques déjà elles-mêmes économiquement proches de la saturation, et n'ayant pas un accès facile au charbon, même s'il y a du charbon en Chine, on le sait aujourd'hui, il y en a même beaucoup, mais il est loin des pôles économiques et démographiques à l'époque, la Chine n'a pas bénéficié de ce qui apparaissait au même moment pour l'Angleterre comme une abolition des contraintes spatiales. Ici, abolition des contraintes spatiales, c'est, je crois, la formulation la plus efficace, la plus élégante, la meilleure formulation que donne Pomerantz de cet avantage de la divergence entre l'Angleterre et la Chine. Abolition des contraintes spatiales, c'est-à-dire possibilité d'avoir accès à des équivalents spatiaux productifs que sont la périphérie impériale, indienne, américaine, africaine, mais notamment américaine, et l'équivalent spatial que représentent les stocks d'énergie fossile et notamment de charbon. Donc les plantations sucrières et cotonnières fournissent très vite à l'Empire britannique un apport énergétique dont l'importance peut être traduite spatialement.
Ces ressources cultivées hors des îles britanniques correspondent en effet à autant d'hectares de cultures vivrières qui sont économisées, entre guillemets, sur le sol même de l'Angleterre. L'espace anglais est donc en quelque sorte soulagé d'une pression de subsistance, une partie de la satisfaction des besoins étant déplacée dans l'espace périphérique colonial. Il en va de même, de manière analogue, si vous voulez, pour le charbon, puisque sous ses modalités spécifiques, il correspond lui aussi à une économie d'espace. Par exemple, je peux vous donner quelques éléments quantitatifs. Les quantités de charbon extraits du sous-sol britannique en 1815 correspondraient à entre 6 et 8 millions d'hectares de forêt, si on doit extraire à partir du bois le chauffage équivalent, l'énergie calorique équivalente, sachant que ça correspond à peu près à la surface arable totale des îles britanniques, enfin hors Irlande. De manière équivalente, les surfaces de pâture qui auraient été nécessaires pour élever les moutons dont la laine aurait compensé les importations, la production coloniale de coton, s'élèverait pour 1830 à 9 millions d'hectares. Autrement dit, il faudrait doubler la surface productive utile de l'Angleterre pour parvenir à compenser cet apport extérieur. Bon, autrement dit, c'est impossible, et l'équivalent spatial du charbon et des productions coloniales, notamment du coton, correspond, si vous voulez, à une projection de l'Angleterre sur une carte complètement différente de celle de la carte physique, si vous voulez, qui tient l'Angleterre dans ses frontières, les frontières côtières de l'archipel. Bon. Pour parler de tous ces phénomènes de dilatation spatiale, Pomerantz emploie l'expression qu'il n'a pas inventée, mais dont il est le principal utilisateur, l'expression d'hectares fantômes, ghost acres en anglais. Donc, en fait, il aurait fallu traduire les arpents fantômes, mais c'est un peu bizarre. Donc, on dit hectares fantômes, il suffit de faire des conversions. Donc, hectares fantômes qui désignent la dilatation spatiale induite par le passage à une économie impériale et fossile, qui correspond elle-même à l'accès à de l'énergie, si ce n'est gratuite, en tout cas sous-payée, sous la forme de travail contraint et d'énergie fossile stockée. Cette expression d'hectare fantôme appelle deux remarques qui permettent de clarifier la portée du raisonnement construit par Kenneth Pomerantz. D'abord, il faut noter que le caractère fantomatique, si vous voulez, de ces hectares, le fait qu'on les appelle les hectares fantômes et pas tout simplement des hectares productifs ordinaires, le caractère fantomatique de ces hectares, à mon avis, ne va pas de soi, pas pour Pomerantz, mais pour nous, quand on essaie de se réapproprier philosophiquement le travail de l'historien. Je crois qu'on peut le comprendre d'abord intuitivement pour ce qui concerne le charbon, puisque l'énergie exosomatique mobilisée par la machine à vapeur ne se présente pas d'elle-même sous forme spatiale, contrairement à l'énergie endosomatique de l'ancien régime écologique, qui était forcément spatialisée. C'était des hommes qui vivent dans l'espace ou des animaux qui, eux aussi, consomment de l'espace. Donc l'équivalent spatial, en ce qui concerne le charbon, résulte d'une reconstruction intellectuelle que ne faisaient pas les économistes au XIXe siècle, mais il est bel et bien vrai que, mettons, une tonne de charbon correspond à une superficie de forêt équivalente qu'on a économisée. En ce sens, il y a bien une dimension fantomatique ou, disons, virtuelle de la superficie équivalente aux énergies fossiles. Mais en ce qui concerne les hectares cultivés dans les plantations de coton et de sucre, ainsi d'ailleurs que les hectares nécessaires à l'alimentation des esclaves qui travaillent dans ces plantations, ces superficies, elles, sont bien réelles. Simplement, de manière analogue à ce qui se passe pour le charbon, ces superficies sont extérieures à l'espace territorial directement administré par l'État britannique. Et surtout, sont des superficies qui sont extérieures à l'espace habité par des sujets politiques libres. Je crois que c'est ici la distinction fondamentale qu'il faut introduire et qui va en fait devenir déterminante pour la suite. Vous savez que selon le droit civil anglais, depuis 1688 notamment, l'anglais, le citoyen anglais, est comme le dit la formule même du droit, l'anglais né libre, et d'ailleurs né libre et si possible propriétaire de ses biens, des biens par lesquels il tire sa subsistance. Autrement dit, l'espace politique britannique est un espace sur lequel vivent en principe des personnes politiquement libres selon un contrat civil, et c'est ce qui constitue
pourrait dire la divergence, là encore fondamentale, avec l'espace colonial, même si c'est un espace qui est d'une certaine manière régi par un droit, mais qui est essentiellement un droit commercial, puisque cet espace colonial est habité par des sujets politiques non libres, essentiellement, par des esclaves, dont le rapport à la terre est entièrement différent de celui du sujet politique idéal, hein, évidemment, parce que tous n'étaient pas propriétaires, idéal britannique. Autrement dit, l'espace colonial est un espace requis par la subsistance et par le mode de développement du centre politique national, celui qui se tient dans ses frontières, mais qui n'appartient pas à l'espace circonscrit par la souveraineté juridique britannique, c'est-à-dire un espace sur lequel vivent des sujets protégés par le droit. Ce qu'il y a de fantomatique dans les hectares fantômes, c'est donc ce statut incertain du territoire économiquement utile, et qui ne peut rigoureusement être dit tel que si on se donne pour référence implicite, au moins, la territorialité, si vous voulez, politico-juridique construite par une constitution légale, celle en l'occurrence de 1688 pour l'Angleterre. Le surcroît d'espace par rapport au territoire politique souverain, celui sur lequel travaillent des esclaves et celui auquel on accède via les énergies fossiles, et voilà, précisément en surcroît, en plus, et désajusté par rapport à l'espace politique souverain de l'Angleterre. La seconde remarque qu'il faut faire à propos de la grande divergence concerne l'attitude générale de Pomerantz à l'égard de la théorie économique. Certains critiques ont rappelé que l'économie coloniale, enfin en fait on fait l'objection à Pomerantz, que l'économie coloniale et l'économie fossile ne constituaient jusqu'à assez tard pour l'Angleterre qu'une part modeste de sa richesse, de ses facteurs de croissance, et qu'en fait, très longtemps, le marché intérieur, le marché organique, demeurait la part la plus grande du produit net. Autrement dit, la croissance de l'économie anglaise ne devrait que de façon marginale aux colonies et au charbon. Pomerantz concède cette critique, mais répond qu'en la matière, les mesures économiques traditionnelles, les mesures économiques en fait, de la valeur qui s'échange sur des marchés, n'est pas du tout à même de mesurer précisément le caractère fondamental de l'équivalent spatial que constituent le charbon et les colonies. Tout simplement parce que les métriques économiques standards ne mesurent que des prix et elles ne voient pas du tout l'équivalent spatial des richesses manipulées. Par exemple, il existe des biens de consommation qui sont extrêmement chers et donc qui pèsent lourd dans le produit intérieur brut, si vous voulez, de l'Angleterre à l'époque, mais dont l'équivalent spatial est faible, voire inexistant. Hein, certaines activités abstraites, enfin, si vous voulez, l'exemple type, c'est un marché de l'art, par exemple, mais bon, à l'époque, ce n'était pas important. Bon. En tout cas, ce que ça révèle, c'est que, si vous voulez, la pensée économique, n'ayant jamais mis en place une conception spatiale de la valeur, comme il existe une conception de la valeur travail ou de la valeur utilité, eh bien, la superficie de terre nécessaire pour une société donnée à la satisfaction de ses fonctions biologiques de base a été projetée hors de la rationalité économique moderne. Et pourtant, le fait que des efforts politiques et militaires, essentiellement militaires, aient été consentis pour abolir les frontières spatiales de l'archipel, incite à penser que l'économie d'espace ainsi réalisée était fondamentale pour l'Empire, quoi qu'il en soit de la part de ces biens dans la richesse nette du même empire. Donc l'histoire économique de Pomerantz, comme celle de Martinez-Allier, est anti-économique, est une critique de l'économie, et je crois que c'est fondamental pour prendre conscience du fait que raisonner en termes spatiaux induit immédiatement une attitude décalée par rapport, si vous voulez, aux ordres de grandeur économique ordinairement conceptualisés. Bon. Ces deux remarques prises ensemble maintenant sur le caractère fantomatique des espaces et sur la torsion de la théorie économique qu'on a chez Pomerantz, ces deux remarques prises ensemble conduisent à mettre en avant un dernier problème qui apparaît chez Pomerantz et qui apparaissait déjà chez Martinez-Allier, qui est en fait la question de la violence, la question du rapport de force. En effet, je crois que c'est bien la violence qui caractérise le mieux la relation dominante à l'altérité géoculturelle dans les situations où cette altérité s'est trouvée investie d'une valeur stratégique. Cette violence est parfois tempérée, par exemple quand l'ambition coloniale prend la forme de la création d'un État, comme ça a été le cas en Inde. L'Inde, ce n'est pas magnifique, hein, ce n'est pas la paix, mais c'est un peu moins violent que le travail contraint dans les plantations.
Tout simplement parce que dans ces cas, il faut donner un droit à la société en question, et donc sortir en partie des simples rapports de force. Mais ça n'a pas été le cas de façon systématique, très loin de là, et on peut dire que le décollage économique européen correspond à un déploiement inouï, jusque-là inouï dans l'histoire humaine, de violence. Or, et je reviens ici à ma première remarque, il faut noter que ce déploiement de violence se produit au moment même où l'Europe se donne pour tâche de réaliser l'idéal d'une subordination des relations interpersonnelles et des relations sujet-gouvernant à la légitimité du droit. Et donc, puisqu'il s'agit bien de ça dans l'empire de la loi, à la raréfaction tendancielle de la violence, qui se trouve être, en principe, comme on le sait, monopolisée par l'État. L'espace, si vous voulez, l'espace non fantomatique de référence, l'état souverain, l'espace de la souveraineté juridique, est en principe bien l'espace du droit, l'espace de la moindre violence, et l'autre espace, celui des espaces fantômes, étant celui de la violence non contenue, de la violence absolument désinhibée. Je crois qu'il faut lire sous cet angle les rapports de force, la violence coloniale, c'est-à-dire comme une modalité non juridique de la politique, et donc comme le symptôme d'un inaccomplissement fondamental de l'idéal de civilisation, ou plutôt, pour reprendre l'angle analytique de certains théoriciens de la question coloniale, comme une persistance de la violence au cœur même de l'idéal juridique occidental, européen. Je crois que l'obtention d'énergie à bas prix, l'obtention par des voies spatialement économes de cette énergie à bas prix ne peut pas se faire sans violence, parce qu'elle affecte les milieux naturels et les sujets humains sur le mode tout à fait spécifique de la consommation brute, de la consommation irréversible, avec pour terme, très souvent, la mort, enfin l'épuisement, la mort des esclaves, et en ce qui concerne les questions énergétiques, si vous voulez, l'entropie maximale produite par la consommation de ces stocks fossiles. Autrement dit, et ça c'est quelque chose que Pomerantz ne dit pas, même si l'implicite est assez, disons, visible quand même dans sa réflexion, je ne pense pas qu'il serait en désaccord avec ce que je suis en train de vous expliquer. Autrement dit, les hectares fantômes dont il décrit la logique historique possèdent déjà des propriétés politiques significatives. Cette question de la divergence entre la force et le droit notamment, et leur invisibilité économique. Les hectares fantômes possèdent des propriétés politiques qui, je crois, imposent à la philosophie, m'imposent à moi en tant que philosophe, lecteur de ces références-là, un problème désormais incontournable. Ce problème, on peut le formuler en parlant, comme je le proposais dans le titre que j'ai donné à cette conférence, en parlant d'une ubiquité des modernes. Ce que j'entends par là est, au fond, je crois, assez simple. Notre rapport collectif au territoire est double. Il nous permet d'investir l'espace sous deux modalités hétérogènes l'une à l'égard de l'autre, que sont d'un côté l'administration directe du territoire sous le régime du droit, de la souveraineté et, en l'occurrence, puisque c'est le contenu fondamental de ce droit, sous le régime de l'égalité et de la liberté, et de l'autre, un rapport à l'espace requis par la mobilisation des ressources vitales pour une population donnée, sous le régime de la captation violente de l'énergie contenue dans la terre, dans les stocks souterrains et dans le travail contraint. Je parle d'ubiquité parce que les modernes sont parmi les peuples, parmi les différents peuples humains, ceux qui ont eu, qui ont toujours, cette caractéristique de jouer sur l'ambiguïté entre ces deux régimes de territorialité. Et donc, nous sommes ce peuple qui a la capacité d'occuper simultanément deux espaces non congruents, d'être ici et ailleurs, en même temps, sous deux régimes hétérogènes. Je crois que ce sont les moyens matériels que constituent le charbon et l'empire, et pour parler en termes plus contemporains, puisque les empires se sont effondrés, les inégalités économiques et écologiques structurelles dont je parlais tout à l'heure avec Martin et Zallier, la question de cette non-congruence entre deux régimes de territorialité ne se pose pas. C'est donc un enjeu politique, disons, qui est tout à fait spécifique aux sociétés modernes et qui est plus encore tout à fait spécifique aux sociétés contemporaines dans la mesure où elles prennent conscience de ce double régime de territorialité.
Mais réciproquement, et c'est là que les choses sont plus compliquées, le fait que cette question se pose, si vous voulez, objectivement, qu'elle relève d'un état de fait, ne signifie pas qu'elle ait été prise en charge en temps et en heure. Raison pour laquelle elle a évidemment subsisté si longtemps. Alors, je passe maintenant à la deuxième partie de ce que je voulais vous expliquer, c'est-à-dire une sorte de rétrospection sur l'histoire de la pensée politique et sur le moment d'étonnement, de circonspection qu'on peut avoir en relisant, à la lumière de ce que je viens de vous expliquer, l'histoire de la pensée politique moderne. Et si vous voulez, l'étonnement qui s'impose, je pense, j'espère pour vous aussi désormais, quand on s'aperçoit que la pensée politique moderne s'est déployée dans ce contexte, un petit peu avant, mais aussi dans ce contexte-là, et qu'elle n'a pas peu pris en compte ce problème qui pourtant nous apparaît comme fondamental. Bon. Par exemple, si vous lisez les traités d'économie politique classiques, ceux qui ont été produits précisément par l'Angleterre impériale entre la fin du XVIIIe siècle et le XIXe siècle, ce à quoi on assiste, c'est en fait des théories absolument inverses à ce que je viens de vous expliquer. Si vous voulez, le cas paradigmatique, c'est le doux commerce de Smith. Le doux commerce, c'est l'idée que le commerce international, le commerce maritime, projette les hommes au-delà des vieilles frontières nationales et a un pouvoir moral propre, le pouvoir moral qui, pour Smith, est explicitement l'élimination tendancielle de la violence dans les rapports interétatiques et intersubjectifs. C'est très clair chez Smith, et c'est d'une certaine manière encore plus clair chez son successeur, qui était moins philosophe et plus économiste, qui est Ricardo, puisque chez Ricardo, par exemple au chapitre 7 des principes d'économie politique et de l'impôt, l'exemple qui est pris pour le commerce international, c'est celui du négoce entre l'Angleterre et le Portugal de draps et de vin, c'est-à-dire un modèle à l'intérieur duquel les conditions économiques produisent en fait un résultat gagnant-gagnant. Hein. Les Portugais sont contents de vendre du vin, les Anglais sont contents de vendre du drap. Et chaque acteur économique privé tire profit d'un différentiel de savoir-faire, d'un différentiel territorial d'ailleurs, entre deux régions du monde. Les économistes, que ce soit Smith ou Ricardo, sont étrangement muets sur les spécificités du commerce colonial. Et alors, concernant Smith et Ricardo, c'est difficile de leur en faire grief car c'est un petit peu tôt pour eux, mais des spécificités de l'économie, les spécificités de l'économie fossile sont elles aussi très peu prises en compte par les économistes de l'époque. Il faut attendre au moins jusqu'à 1860 et Stanley Jevons pour avoir vraiment des études précises sur les spécificités des dépendances matérielles fossiles de l'Empire britannique. Bon. Autrement dit, inutile pour appréhender le problème que je viens de poser de l'ubiquité des modernes, de passer trop de temps sur l'histoire de la pensée économique classique. Je crois qu'il faut plutôt se tourner vers, de manière assez convenue, vers la philosophie politique, pour trouver des indices un petit peu plus probants d'une inquiétude moderne à l'égard des régimes de territorialité qui sont en train de se constituer à l'époque. S'il en est ainsi, si la philosophie politique classique est, disons, déterminée en quelque sorte à cette inquiétude, c'est parce qu'au fond, avant même les transitions économiques et écologiques que je viens de décrire, elle entretient à l'égard de la question spatiale une relation profonde et ambiguë. D'un côté, en effet, il est, je crois, absolument certain que le problème qui se pose à la philosophie politique classique, problème qu'elle va inlassablement traiter sous la forme des théories du contrat, de la constitution du sujet citoyen, de l'équilibre des pouvoirs et de l'état de droit, cette question possède une dimension territoriale. Comme on le sait, si vous voulez, la scène traumatique qui fait sortir le philosophe politique de sa torpeur intellectuelle, cette scène traumatique, c'est la guerre civile. Guerre civile, parfois conceptualisée sous l'expression d'état de nature, chez Hobbes et Rousseau, c'est-à-dire le conflit généré par les libertés subjectives non médiatisées par la loi. Ce mythe fondateur des politiques modernes, que je pense nous connaissons tous, parce que c'est celui qu'on apprend à l'école quand on fait de la philosophie,
Ce mythe fondateur des politiques modernes donne au problème de la coexistence des hommes une dimension spatiale. En effet, pour donner à chacun son statut dans le système des libertés positives, dans le système des libertés civiles, il faut en fait, de manière non métaphorique, de manière tout à fait claire, lui donner sa place. Ce qu'il faut lui donner, c'est un lopin de terre sur lequel il va s'établir. Lopin de terre qui sera protégé par la puissance publique contre l'invasion potentielle du voisin. Dans le Léviathan de Hobbes, désolé, là je vous fais vraiment le moment prof de philo classique, mais je crois que c'est toujours intéressant de revenir au texte classique à partir d'un angle de lecture un petit peu original, et surtout quand on revient à des passages qu'on cite très peu souvent de Hobbes, au chapitre 24. Il écrit « L'alimentation d'un État », je vous ai mis la citation, « l'alimentation d'un État consiste dans l'abondance et dans la distribution de tout ce qui est nécessaire à la vie. Le droit et la propriété sont une conséquence de cette distribution. Les anciens le savaient bien. Ils appelaient nomos, ce qui veut dire distribution, ce que nous appelons droit. Et ils définissaient la justice comme la distribution à chacun de ce qui est le sien. » Je crois que cette proposition est absolument fondamentale pour comprendre la généalogie conceptuelle de l'ubiquité moderne, puisque la distinction du tien et du mien est ainsi indissociablement économique et juridique, ou je crois qu'il faudrait dire plutôt que le droit s'impose comme une instance normative qui manque aux rapports économiques eux-mêmes, dans leur autonomie, si vous voulez. C'est-à-dire la sphère de l'appropriation non réglée, il lui manque une instance normative qu'on va appeler le droit, et essentiellement le droit, au sens de nomos, du partage du tien et du mien, c'est-à-dire le droit de propriété. Donc l'objet premier de la norme, c'est bien ce qui porte les fruits nécessaires à la vie, la terre. Le fait que le rapport légitime aux choses prenne d'abord la forme d'une affectation spatiale de l'individu ou du groupe est ensuite explicitement confirmé par la doctrine du droit de Kant, qui écrit à la toute fin, ou peut-être au tout début du XIXe siècle, et plus la date, peu importe, au tournant du XIXe siècle, et je le cite, que la loi sépare le tien et le mien de chacun relativement au sol. Chapitre 1, section 12. Ce qu'il appelle, un petit peu plus loin dans le texte, la communauté primitive du sol, fonctionne donc comme un repoussoir pour une pensée qui vise à donner des titres de propriété, c'est-à-dire à faire de la relation de propriété non pas une relation duale entre un sujet civil et des choses, mais une relation à trois termes. Le droit médiatise nos relations interindividuelles à l'égard d'un ensemble de choses. Dans cette dynamique, il est parfaitement clair, je crois, qu'un imaginaire de la clôture, un imaginaire de la frontière, on pourrait dire même un imaginaire du cadastre, est central, puisque l'opération du contrat se focalise sur la reconnaissance par tous de la valeur juridique, de ses limites, et le renoncement à les empiéter. Mais, d'un second point de vue, ce rapport constitutif à l'espace de la philosophie classique laisse, je crois, dans l'ombre la dimension territoriale propre, non pas au droit du tien et du mien intersubjectif, mais la dimension territoriale propre à l'entité politique ainsi construite, qu'est l'État souverain. Lorsqu'on lit les traités de philosophie politique, que ce soit Hobbes ou ses successeurs, si vous voulez, la zone géographique couverte par un État ou un autre apparaît implicitement comme ne relevant pas de la déduction conceptuelle pure des rapports légaux. La zone couverte par un État relève, du coup, si vous voulez, par défaut, des contingences historiques, des rapports de force militaires entre un prince et un autre, et puis aussi des mariages entre les grandes familles princières. Je crois qu'il est fondamental de noter que, pour les souverains, le partage du tien et du mien ne se résorbe jamais dans un modèle de légitimité rationnelle, contrairement à ce qui se passe pour les personnes privées. Peut-être est-ce la raison pour laquelle l'imaginaire philosophique de la territorialité se focalise si souvent sur des îles, c'est-à-dire sur des territoires au sujet desquels, si vous voulez, la question des limites ne se pose pas réellement. Par exemple, Rousseau écrivant une constitution pour la Corse. Au moins, on n'a pas à statuer trop sur les frontières de cette entité politique, puisqu'elle semble être donnée par la nature. C'est d'ailleurs aussi l'avantage
probablement incontestable qu'a eu l'Angleterre sur ses voisins. C'est aussi la raison probablement pour laquelle la France apparaissait à l'époque comme une nation relativement stable, historiquement et culturellement, parce qu'elle aussi était contenue dans ce qu'on appelait à l'époque des frontières naturelles, relativement bien identifiables, même si la question du Rhin a très souvent été un problème. Autrement dit, la dimension spatiale de la pensée politique moderne est elle aussi clivée, mais d'une autre manière, entre une intériorité politique et juridique qui est surinvestie par la question de la propriété, par la question du partage des terres, à l'intérieur. Donc elle est clivée entre ça, et de l'autre côté, une extériorité, si vous voulez, rapport interétatique, une extériorité en quelque sorte abandonnée à la contingence, à la guerre, à la stratégie, et, il est vrai parfois, à une forme de droit secondaire, peu contraignant, qui est le droit international, le droit de la guerre, ou comme on disait auparavant, le droit des gens. Deux rationalités distinctes coexistent donc déjà, et on comprend bien comment la question du commerce maritime international, de l'occupation des terres qu'on disait vides à l'époque, des res nullius, et du profit qu'on pouvait tirer de ces espaces, a pu être considérée à travers la seconde focale, la focale externe à la constitution civile des droits, et notamment de l'équation typiquement moderne entre propriété et égalité. Alors, j'avais un petit détour par un théoricien du droit durkheimien du début du XXe siècle, mais je crois que je vais le passer parce que ça me prendrait un petit peu trop de temps, et puis ce n'est pas absolument fondamental. Donc maintenant, je passe directement à la suite de ce que je voulais vous expliquer en revenant juste un moment sur le problème. Donc, ce que j'appelle l'ubiquité des modernes, c'est la divergence entre la projection spatiale des États européens à des fins de développement économique et de l'autre, la constitution d'un espace intérieur soumis au droit qui laisse ouvert la question des relations interétatiques, des relations internationales, des relations extérieures. Tout ça pour vous montrer que les questions soulevées par l'économie écologique et l'histoire économique ont une résonance pour la philosophie, qu'elles permettent d'appréhender, de soulever un problème, à mon sens, jusque-là irrésolu pour les paradigmes théoriques nés à l'époque même où se constituait l'ubiquité moderne. Alors maintenant, je vais me concentrer sur un texte de la tradition philosophique qui est donc celui de Fichte, qui s'appelle L'État commercial fermé, de 1800, qui est un texte passionnant, et passionnant pour une raison toute simple, c'est qu'il est totalement fou. Et c'est une des choses, d'ailleurs souvent c'est une des raisons pour laquelle on fait de la philosophie, c'est parce que c'est un petit peu, saugrenu. Et alors ce texte-là l'est totalement, et en fait les textes saugrenus souvent sont les plus intéressants parce que ce sont ceux qui nous permettent de mettre à l'épreuve nos conceptions apparemment les plus stables, de se rendre compte à quel point certains traits conceptuels qui sont les nôtres et qu'on partage par absorption avec une tradition théorique, finalement peuvent être contingents, peuvent être remis en question. Autrement dit, l'état commercial fermé de Fichte est une proposition théorique, vous allez le voir, complètement déroutante, mais je crois que si elle est si déroutante que ça, c'est parce que c'est, en tout cas pour l'instant, c'est le seul texte que j'ai trouvé dans la tradition philosophique, en fait, qui a vu l'ubiquité moderne, qui a vu que les sociétés modernes, déjà à ce moment-là, déjà en 1800, pourtant c'est avant l'explosion des énergies fossiles, déjà à ce moment-là, nous vivions selon un régime territorial inadéquat à lui-même, si vous voulez, en inadéquation avec ses propres promesses. Bon. Donc c'est l'intérêt de Fichte, c'est l'intérêt du fou, si vous voulez, de nous montrer la contingence de ce régime territorial. Alors, donc Fichte est un héritier de Kant. On le présente comme l'espèce de chaînon manquant entre Kant et Hegel. Je crois que c'est beaucoup plus que ça. Et il partage avec Kant et avec Hegel l'objectif de réaliser ce que lui appelle l'état de raison, c'est-à-dire la subordination intégrale des rapports intersubjectifs et des rapports gouvernants-gouvernés au régime du droit. Cet état de raison, en fait on pourrait appeler l'état de droit en termes plus généraux, il le met en contraste avec ce qu'il appelle l'état réel, c'est-à-dire l'état tel qu'il est produit par les contingences historiques, par des rapports de force,
donc contingence et rapport de force, qu'il faudrait tendanciellement incorporer à l'ordre de la raison et de la loi. Cette transition, pour Fichte, condense l'intégralité de la dynamique de modernisation et passe essentiellement par une reconfiguration des rapports de propriété. En effet, contrairement à ce qui se passe par exemple dans l'État tel que le définit Locke et la tradition anglaise en général, nous n'entrons pas dans l'état de raison en possession des biens qu'on aurait acquis auparavant, par ailleurs, dans des circonstances, si vous voulez, non examinées par le droit. L'État, dit Fichte, s'il veut réaliser son idéal juridique d'égalité et de liberté, doit donner à chacun selon son bien propre, c'est-à-dire que l'État doit considérer d'où viennent les propriétés de chacun et ne pas, comme c'est le cas chez Locke, accepter une sorte de statu quo hérité du passé. L'arbitraire des possessions ne saurait donc faire droit, et l'État s'impose, contrairement, comme un administrateur direct des biens, comme un grand intendant qui régit l'attribution des choses aux personnes, selon le principe de l'égalité le plus strict, le plus rigide même, on pourrait dire, chez Fichte. C'est pas très marrant, la promesse politique de Fichte. Bon, peu importe. L'identification de l'égalité politique et de l'égalité économique, pour Fichte, s'accompagne d'un système très élaboré de corporations, de règles commerciales, qui concrétise la régulation verticale des rapports collectifs aux besoins. Si vous voulez, l'étatisation intégrale de l'économie, qui tend en fait à faire disparaître l'économie au sens moderne, puisqu'il n'y a plus d'autonomie des marchés. Il n'y a plus de marché, en fait, dans l'État fermé. Donc, contrairement à ce qui se passe dans la pensée politique et économique anglaise, les relations économiques ne sont jamais déléguées à un acteur privé libre, délégués par l'État, voilà, des acteurs privés libres. Fichte concède que, au moins initialement, les frontières d'un tel État relèvent de la contingence historique et du hasard. Mais précisément, c'est ce qu'il faut éliminer, tout simplement parce que, pour que l'État puisse remplir sa tâche de concrétisation de la justice économique, il doit exercer un contrôle intégral sur l'ensemble des biens en circulation à l'intérieur de ses frontières. Et donc, pour cela, il doit être commercialement fermé, puisque tout contrat commercial extérieur fait entrer à l'intérieur des frontières juridiques des biens que l'État ne peut pas administrer, qu'il ne peut pas voir, donc qu'il ne peut pas réguler. Autrement dit, tout acte commercial extérieur menace l'égalité juridique et économique qui sont pour Fichte indissociables. Autrement dit, le commerce extérieur doit être prohibé. Ce qui signifie, dans les termes qui ont été les miens, que les frontières économiques doivent être aussi claires et distinctes que le sont les frontières juridiques. Les unes et les autres doivent se recouvrir strictement, sans quoi cet équilibre politique et économique sera menacé. Fichte écrit explicitement, vous avez la citation, « L'état de raison est alors un état commercial fermé, aussi bien qu'un royaume fermé quant à ses lois et aux individus qu'il constitue. Tout homme en vie est citoyen de cet état, ou bien ne l'est pas. De même, chaque produit d'une activité humaine appartient au domaine de ces échanges ou non, sans qu'il puisse y avoir de troisième terme. Le troisième terme, c'est le commerce extérieur, sont les colonies, etc. Ça ne peut pas exister. » Alors, je crois que cette affirmation, aussi étrange qu'elle soit, parce qu'elle correspond à un projet qui ne s'est jamais réalisé historiquement, aussi étrange qu'elle soit, est centrale pour mon propos, et elle est centrale pour la compréhension de l'équivoque territorial moderne. Tout simplement parce qu'en affirmant la nécessité de faire converger, d'identifier le territoire juridique politique et le territoire économique, Fichte met en avant une caractéristique de l'Europe qui était bien réelle, mais qui avait échappé à la plupart des penseurs politiques, à savoir le fait que les nations européennes vivaient sur des espaces qui n'étaient pas les leurs. Enfin, ici, le « sur », évidemment, fait problème. On y était sans y être. Alors, lui-même, Fichte n'investit pas beaucoup la différence entre le commerce international ordinaire et le fait qu'on cherche à tirer profit de l'échange colonial des marchandises et en fait du pillage colonial. Pour lui, le commerce extérieur, tel que définit Ricardo par exemple, ou le pillage colonial, en fait c'est la même chose. Donc il y a évidemment une limite à son apport. Toujours est-il que l'élaboration théorique qu'il propose met les États européens face à leur constitution économique jusqu'alors invisible, c'est-à-dire face à leur incapacité de se tenir au régime de la loi qu'ils affirment pourtant haut et fort. La question spatiale,
qu'il n'envisage pas directement, évidemment, sous la forme qu'on peut lui donner avec Martinez Allier, avec Pomerance, n'est que la manifestation tangible, pour lui, d'un inachèvement de l'idéal juridique, dont l'expression nécessaire pour lui est la nécessaire clôture géographique totale. Cette double spatialité moderne, il la renvoie à la contingence historique des circuits commerciaux tels qu'ils se sont constitués, et au fait qu'il est, à l'heure où il écrit, extrêmement difficile de réduire cette contingence à la raison. Et c'est là que le texte de Fichte est aussi très intéressant, c'est qu'il propose une explication sur en fait, l'inexistence du modèle qu'il propose, l'ineffectivité du modèle qu'il propose, c'est-à-dire sur la survivance du commerce international. Fichte, en effet, explique que il y a longtemps, c'est une explication un peu mythologique, mais intéressante quand même, si vous voulez, l'Europe était tenue par une unité politique impériale interne, qui est l'ordre, si vous voulez, romain, germanique de l'Empire, qui pour lui constitue une entité politique unifiée, celui de la chrétienté, et puis que sous l'effet des réformes religieuses notamment, des mouvements nationaux, etc., cette grande unité s'est disloquée, on a déjà parlé un petit peu, la pluralité d'États est apparue, et pourtant, il dit, nous avons conservé nos vieilles habitudes de commerce entre peuples, de commerce entre différents peuples. Nous avons conservé nos vieilles habitudes, si vous voulez, cosmopolitiques, alors que l'explosion en une multiplicité d'États aurait dû nous contraindre à, si vous voulez, à reterritorialiser les marchés. Bon. Et donc, c'est très intéressant parce qu'au fond, ce que dit Fichte, c'est complètement fou, c'est qu'il dit que les Anglais, à l'époque, qui sont quand même, je pense en toute objectivité, si vous voulez, la pointe de la marche historique de l'Europe, sont en fait des archaïques. Sont en fait des gens qui ont gardé, et on peut dire intensifié, des vieilles habitudes très anciennes, très archaïques, qui pour Fichte sont anachroniques, mais qui, si vous voulez, sur le plan de la dure réalité des faits, ne sont pas du tout anachroniques. C'est comme ça que les choses se passaient, et l'ordre impérial anglais est évidemment beaucoup plus historiquement massif que la volonté parfois affichée par l'Allemagne de se constituer un espace intérieur extrêmement clos. Bon, je ne relis pas les citations que j'avais relevées, vous pouvez les regarder si vous voulez, c'est simplement l'explication de ce que je viens de vous dire. Donc là, si vous voulez, la folie de Fichte est de faire du libéralisme anglais et du marché libre une survivance archaïque, mais cette folie est aussi un révélateur du régime territorial que ce marché libre, que ce libéralisme était en train de mettre en place. Bon. Dans une préface qu'il écrit et qu'il adresse à son prince, Fichte se montre lucide sur le fait que le frein principal qui s'imposera à l'adoption du système qu'il propose, c'est évidemment le fait que les nations européennes tirent un avantage économique, matériel fondamental du rapport qu'elles entretiennent avec des colonies, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter de piller les périphéries coloniales, simplement sous l'influence d'un scrupule moral, si vous voulez, parce que l'avantage est trop bon et trop tentant, si vous voulez. Bon. Alors, je crois que cette dernière déclaration de Fichte que vous trouvez dans le bloc de citation à droite correspond, on peut dire, à un aveu d'échec de l'idéalisme allemand devant le pragmatisme anglais. L'empire maritime des plantations de coton et de canne constitue une trivialité factuelle d'un point de vue spéculatif, mais une trivialité factuelle qui a défini l'époque beaucoup plus que le protectionnisme spéculatif mis en place par Fichte dans ce petit texte. L'Angleterre impériale était sans doute sur le point, d'ailleurs, de mettre en œuvre l'autre possibilité théorique qu'on pourrait déduire logiquement du texte de Fichte, mais que lui-même ne déduit pas, que serait en fait l'État mondial. Si on veut que les frontières juridiques correspondent aux frontières économiques, l'autre possibilité, c'est de dire qu'il n'y a qu'un État, cet État est mondial. À l'époque, il y avait des grandes rivalités pour acquérir ce titre. En 1800, c'est un petit peu tôt, mais les conquêtes napoléoniennes peuvent être interprétées comme un mouvement qui va dans ce sens, et évidemment l'Empire britannique aussi. En tout cas, Fichte se montre lucide sur l'ubiquité moderne, et je pense qu'en dépit du caractère étrange de son texte, il faut lui rendre justice de ça. Je pense que ce qu'il propose, c'est une torsion telle de la modernité telle qu'elle nous est familière, qu'elle en fait ressortir les caractéristiques, et parmi lesquelles, essentiellement, la coexistence pour l'Europe de deux régimes de territorialité. Bon. Alors,
Combien de temps j'ai encore? Ouais, je vais vous laisser un peu de temps pour discuter. Ouais. Des fois, donc, J'ai pas l'heure en fait. il est 11h25. Ah oui, d'accord. Oui, donc je vais passer pas mal de choses pour arriver quand même à mon dernier point. Oui. Bon, je passe un certain nombre de considérations sur Fichte, mais j'en reprends une dernière quand même qui va m'amener à la suite de ce que je voulais vous expliquer. Évidemment, je pense que vous l'avez déjà relevé par vous-même, l'une des choses que le modèle de Fichte ne permet pas de concevoir, c'est en fait la question des énergies fossiles, puisqu'en effet, alors il est, si vous voulez, opposé à l'acquisition d'hectares fantômes coloniaux, mais il ne se montre pas explicitement, en tout cas, opposé à l'acquisition d'hectares fantômes fossiles, tout simplement, d'abord parce qu'il ne les a pas sous les yeux, et en plus parce que ces hectares fantômes, on peut les trouver sur le sol natif de l'Allemagne ou de l'Angleterre ou de chacun des États considérés. Bon. Donc on ne peut pas lui en faire grief, puisqu'en Allemagne, en 1800, on consomme encore peu de charbon. Mais je crois que ça permet de comprendre une distinction interne au problème de l'ubiquité moderne que je voulais vous signaler, c'est-à-dire à la distinction qu'on peut faire entre une ubiquité relative et une ubiquité absolue. L'ubiquité relative, en fait, c'est la capacité qu'on a à empiéter sur les territoires d'autres sociétés, d'ailleurs qu'accessoirement on va considérer comme n'étant pas des sociétés, le plus souvent. Donc ça, si vous voulez, c'est la dimension strictement foncière des hectares fantômes. Et puis de l'autre côté, ce qu'on pourrait appeler l'ubiquité absolue, c'est-à-dire le fait qu'on accède à des espaces, enfin des équivalents spatiaux productifs qui ne sont pas gagnés sur d'autres terres, enfin sur les terres d'autres groupes sociaux, voisins ou au-delà des mers, mais on les gagne en fait sous la forme d'un excédent territorial net par rapport tout simplement à la superficie planétaire totale. Pour ça, j'appelle ça ubiquité absolue par rapport à l'ubiquité relative. Et ce second terme, évidemment, Fichte ne pouvait pas le théoriser. Or, je crois que c'est cette seconde version du décalage entre territoire politique et territoire économique qui pose aujourd'hui les problèmes les plus graves sous le nom de changement climatique. En fait, il faudrait dire que c'est l'addition de cette seconde dimension de l'extraterritorialité par rapport à la première, qui, elle, n'a pas cessé d'exister, évidemment, qui donne à la question de l'ubiquité moderne son caractère d'urgence et qui rend nécessaire une théorie critique des rapports entre société, territoire, économie et écologie. Alors, comme il reste peu de temps, je vais vous donner simplement des éléments très généraux de la dernière partie que je voulais faire sur ce que tout cela induit en termes de philosophie politique critique pour aujourd'hui dans un contexte de changement climatique. Je crois d'abord que la question qu'on peut relever, faute de la résoudre complètement, c'est de supposer qu'au fond, ce régime d'explication du rapport moderne à la territorialité doit être converti, si vous voulez, en forme de réflexivité écologique. C'est-à-dire se dire pour nous-mêmes que cette coexistence de deux régimes d'accès à l'espace, tout simplement, ne peut plus, ne doit plus durer, qu'il faut lui trouver une résolution, non pas nécessairement pour, comme le proposait Fichte, relocaliser toutes les économies dans des espaces clos, parce que je pense que vous avez compris par vous-même que ça supposait aussi quand même des restrictions assez drastiques des libertés individuelles, la liberté de se déplacer notamment. Bon. Mais en tout cas, la réarticulation du local et du global sous l'effet de cet éclairage de la territorialité moderne est aujourd'hui nécessaire. Au fond, ce qui est en jeu, c'est une redéfinition, une reconstruction matérielle de l'État, rendue nécessaire par l'histoire matérielle de la modernité elle-même, telle que Pomerantz et d'autres nous permettent de la mener, et qui inclut comme l'une de ses dimensions l'histoire matérielle de l'État. C'est-à-dire une histoire de l'État comme une forme politique inscrite dans un régime de spatialité qui ne va pas du tout de soi, qui ne va tellement pas de soi qu'il a été très longtemps clivé entre deux types de conception. Et donc, mener une histoire matérielle de l'État permet de se donner une conception, elle aussi matérielle ou écologique plutôt,
de l'État, où ses relations à la fois intérieures avec ses administrés et extérieures avec d'autres souverains sont réinscrites, réenchâssées dans un ensemble de relations matérielles. Bon. Alors, peut-être que je m'arrête ici pour ma présentation. J'avais pas mal d'éléments, y compris empiriques, sur la forme que pourrait prendre cette conception matérielle écologique de l'État, mais peut-être que je serai amené à en parler dans la discussion. Donc je pense que je peux m'arrêter sur ce point pour l'instant. Voilà. Merci Pierre pour cet exposé passionnant qui, d'abord, je pense, a permis d'apprendre, enfin, de faire connaître à l'auditoire des travaux qui ne sont pas tellement discutés en France, en particulier ceux de Martinez-Alier et de Pomerantz d'ailleurs, bien qu'il ait été traduit. Et qui a bien mis en lumière, au fond, ce double régime de la territorialité avec la contradiction qu'il induit entre l'administration des territoires sous le régime du droit dans les États européens et ensuite dans les États, disons, occidentaux au sens large, et puis l'exercice de la violence dans ce que tu appelais les espaces fantômes. Remarque pour commencer, du point de vue du rapport à la nature, c'est intéressant de voir qu'au XIXe siècle, cette administration du territoire sous le régime du droit prend aussi une forme d'aménagement de la nature qui lui fait pas, ou qui évite de lui faire trop violence d'une certaine façon. Les réactions à l'industrialisation, d'abord en Angleterre, parce que c'est toujours l'Angleterre au fond qui est pionnière dans cette affaire, et puis ensuite dans le reste de l'Europe, conduisent à privilégier l'aménagement d'espaces, à éloigner les zones de production industrielle ou les fabriques, à conserver des espaces dont les urbains, notamment les urbains fortunés, qu'ils peuvent utiliser comme des espaces de dilection, etc. Alors qu'au même moment, enfin même moment et avant d'ailleurs, les espaces coloniaux étaient détruits d'une façon tout à fait systématique. Et la situation présente à ceci d'original, c'est qu'au fond, cette attitude vis-à-vis de la nature, j'emploie le terme de nature de façon tout à fait délibérée d'ailleurs, est en train de changer, puisque ce sont au contraire ces espaces coloniaux qui maintenant sont perçus comme étant des espaces sur lesquels, au fond, la déprédation du capitalisme, ils doivent être protégés, alors pour des raisons qui sont évidemment assez différentes de celles qui étaient invoquées au XIXe siècle pour la protection de la nature dans les pays européens. Mais il y a une sorte d'homologie en quelque sorte entre le traitement des hommes et le traitement de la nature qui s'est déplacé au fil du temps dans ce rapport entre les deux formes d'administration du territoire. Il y a un autre paradoxe aussi, tu as rappelé les analyses de Pomerantz à propos de la Chine. C'est intéressant de voir qu'au fond, maintenant, la Chine est devenue moderne, c'est-à-dire que le décalage que tu signalais en suivant Pomerantz, ou l'absence de décalage plutôt disons à la fin du à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, entre la Chine et l'Angleterre, et le fait que l'expansion économique de l'Angleterre est liée à l'intérêt pour le contrôle de territoires externes, ce qui n'était pas le cas en Chine. C'est maintenant l'une des grandes différences qui se passe entre ce qu'a été la politique impériale chinoise pendant longtemps et celle qui est menée par le Parti communiste à l'heure actuelle. C'est précisément la conquête d'espaces néocoloniaux, si on peut dire, dans de très nombreuses régions du monde, en particulier en Amérique latine, mais aussi bien sûr en Afrique, à Madagascar, etc., etc. Donc c'est un phénomène qui continue d'une certaine façon à se produire aussi. Et l'une des questions, par exemple, qu'on peut se poser, par exemple, est-ce qu'il y a dans
la philosophie politique chinoise contemporaine. C'est pas une question que je me pose à moi, je ne sais pas quelle réponse lui apporter, qui est une sorte de bricolage néo-confucéen, une pensée de ce nouveau mouvement, de cette transformation dans le rapport à l'espace, qui était pendant très longtemps la philosophie politique de la Chine impériale, c'était que, au fond, l'empire est fermé. En fait, c'était du Fichte, hein, d'une certaine façon. L'empire est fermé, il doit être gouverné, et il est bien gouverné, c'est gouverné comme une maison qui est bien gouvernée, au fond. Hein. C'est une transposition de l'espace domestique à l'espace impérial. Et évidemment, ces idées ne fonctionnent plus du tout pour la situation actuelle, qui est celle de l'Europe au XIXe siècle. Ce qui n'empêche pas, je ne connais pas bien le cas chinois, mais ce qui n'empêche pas qu'on puisse continuer à conceptualiser l'Empire comme une maison fermée, tout en faisant de l'autre main, en construisant de l'autre main un régime territorial différent. Parce que c'est ce qui s'est passé pour l'Europe. C'est ce qui s'est passé pour l'Europe, oui. Autrement dit, les leçons européennes n'ont pas encore été tirées par la Chine. Moi, j'avais une question aussi de curiosité, c'est Hegel. Tu as beaucoup parlé de Fichte, et évidemment, encore une fois, on voit Fichte comme un intermédiaire, comme tu l'as dit, entre Kant et Hegel. Hegel, il est connu pour avoir écrit et enseigné, au fond, sur les humanités périphériques. C'est l'un des premiers grands philosophes européens à avoir fait cela de manière systématique, avec une bonne connaissance, hein, des documents, même si ce qu'il en fait est quelquefois un peu surprenant. Je pense aux leçons sur la philosophie de l'histoire. Et c'est quelque chose qu'il n'aborde pas du tout. Enfin, dans mes souvenirs de philosophe défroqué, j'ai pas le sentiment qu'il aborde cette question. Il pose la question de ces espaces fantômes essentiellement en termes de philosophie de l'esprit, et pas du tout en termes je pense, de rapport au territoire. Mais peut-être que j'ai des souvenirs encore imprécis. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu? Oui, ça fait partie des choses que j'ai prévues. Alors oui, chez Hegel, en fait, c'est intéressant aussi de reprendre Hegel à partir de Fichte, d'abord parce qu'on se rend compte que la théorie hegelienne de l'État est une transformation de la théorie fichteenne de l'État. Et c'est d'autant plus intéressant que, à partir du même problème de la construction de l'état de raison, pour dire en termes hegeliens, de la réalisation de la raison dans l'État, il aboutit à une conclusion diamétralement opposée à celle de Fichte. En fait, dans la philosophie du droit, la question coloniale est traitée, c'est très bizarre, est traitée dans le chapitre sur la police. Traitée dans le chapitre sur la police parce que le problème qui se pose à Hegel, c'est, il le dit, la société civile bourgeoise, en fait l'espace marchand moderne, hein, si vous voulez, société civile bourgeoise a une tension interne qui est qu'elle produit de l'inégalité économique, tout simplement, dont il reconnaît le caractère problématique par contraste avec l'égalité juridique de principe. Et cette inégalité économique, c'est ce qui se traduit par ce qu'il appelle la populace, donc les pauvres, la grande pauvreté. C'est pour ça qu'on arrive dans le chapitre sur la police. C'est comment on retient les pauvres dans une sphère politique stable. Comment on les retient? Tout simplement en accédant à des espaces, à des débouchés commerciaux extérieurs à l'État allemand en l'occurrence, c'est-à-dire en projetant un pouvoir commercial économique et en fait, in fine, en réalisant le différentiel technologique entre l'Europe et le reste du monde, qui se traduit par l'implantation en fait, d'États juridiques hors d'Europe dans les colonies. Donc en fait, là où Fichte dit qu'il faut se tenir dans nos frontières pour réaliser l'ambition juridique, Hegel dit on ne peut pas, parce que la dynamique d'inégalité est trop forte, on crée de la populace, et donc on envoie les pauvres prendre la terre là où elle est, tout simplement, travailler là où on peut travailler. Évidemment, la question de l'expropriation des sociétés indigènes, etc., n'est pas du tout posée. On est chez Hegel quand même, il ne faut pas rigoler. Mais la question est posée comme ça. Donc, dans un chapitre sur la police, à travers ce problème des colonies comme résolution extra-territoriale, du coup, des tensions internes à la société civile bourgeoise.
c'est très intéressant parce que c'est ce que je voulais dire. Ce que ça révèle, c'est que, si vous voulez, le modèle que met en place Fichte, c'est un modèle déductif rationnel, c'est allemand, hein, c'est rationnel, mais en même temps, ça tient quand même à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à un scrupule moral que n'a pas du tout Hegel. Hegel, c'est l'incarnation la plus fameuse qu'on ait de l'eurocentrisme et de sa vocation universelle. Donc, je crois que le fait que la pensée de Fichte tienne quand même en partie au moins à un scrupule moral est intéressant pour nous parce qu'il nous oblige à reconnaître, pour nous-mêmes aujourd'hui aussi, que c'est ce que j'ai appelé donc l'ubiquité moderne, c'est un fait dont on peut donner une description factuelle, mais le fait qu'il nous dérange, ça c'est un fait moral. Parce qu'il ne dérange pas tout le monde, ce phénomène-là, de même manière qu'il ne dérangeait pas Hegel, et que même au contraire, il a été un motif de satisfaction pour beaucoup, encore jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est important de le noter parce que ça nous évite une position dogmatique vraiment fondamentale. Voilà, la réalité ne devrait pas être ce qu'elle est, ça nous oblige voilà, à le prendre voilà, comme un fait moral, comme un fait qui invite à une réflexion d'ordre normatif. Donc la différence entre Fichte et Hegel, de ce point de vue, est quand même très intéressante. Évidemment, l'une des questions que je me pose, c'est est-ce que Trump allie Fichte est-ce que, au fond, l'horizon politique et économique J'avais fait la... Oui, alors c'est pour ça que c'était très scrupuleux de t'arrêter pour laisser un petit moment pour la discussion, mais est-ce que tu peux revenir à la question contemporaine? Au fond, est-ce que la dissociation, ou plutôt la prise de conscience de l'existence de ces deux territoires ne passe pas par des mesures qui vont évidemment à l'encontre du mouvement général de libéralisation des échanges et de mondialisation, c'est-à-dire au fond des mesures protectionnistes. Ah ouais. Alors, bon, je ne vais pas du tout résoudre le problème, hein, mais effectivement, ces réflexions-là que je vous ai proposées viennent de l'invitation que tu m'avais faite, mais elles viennent aussi du traumatisme qu'on a un peu, je pense, tous ressenti en novembre dernier au moment de l'élection de Trump, c'est-à-dire au moment de l'invention, de la réactivation, en fait non, il faudrait dire c'est-à-dire qu'en fait, Trump, c'est littéralement la version pure du grand écart entre l'espace juridique clos et l'espace économique ouvert, sous sa forme, le grand écart maximal, c'est-à-dire on ferme l'espace donc territorial, juridique, légal, classique des USA. On le ferme en partie commercialement, mais en fait quand les relations commerciales sont au désavantage des États-Unis, mais évidemment on configure le marché selon les intérêts bien compris d'un État, et en même temps, voilà, c'est pour ça que j'avais mis le mur avec la frontière mexicaine, on coupe les flux d'humains et on libère les flux, tout simplement parce qu'il est absolument nécessaire, et la construction de l'administration Trump nous le montre, d'avoir accès à des hectares fantômes. Des hectares fantômes, même quand on est une nation empire aussi vaste que les États-Unis, il les faut, ces hectares fantômes. Et ce qui est ironique dans cette histoire-là, enfin ironique, c'est pas très marrant, mais c'est ironique quand même, c'est que donc ce point d'équilibre que l'administration Trump est le prototype, est lui-même une impasse, dans la mesure où ce qui va se produire, enfin ce qui est en train de se produire, sous l'effet du changement climatique, c'est que la possibilité même d'avoir un accès économique sûr, durable, stable, à l'espace intérieur est compromise par le changement climatique. C'est-à-dire que le fait de dire nous, on a construit notre canot de sauvetage, c'est l'Amérique, et les autres, débrouillez-vous. En fait, ça n'est pas possible non plus parce que le changement climatique reflue sur l'état intérieur sous la forme des menaces sur la reconstitution des sols, sur les stocks en eau, sur évidemment le trait de côte américain. Et je pense que Trump va le savoir très vite parce que comme il a beaucoup investi sur de l'immobilier sur les côtes, il va perdre de l'argent aussi lui-même. Donc, en fait, c'est dramatique et magnifique ce cas-là parce que c'est même presque trop facile pour la philosophie politique, quoi, à quel point il incarne l'ubiquité moderne bornée, quoi.
Donc, alors, face à ça, je ne suis pas sûr que la seule alternative soit effectivement un néoprotectionnisme généralisé, tout simplement parce que l'économie est globale et va probablement le rester, et puis les sociétés le sont aussi d'une certaine manière. Non, moi, les exemples que je voulais prendre pour réfléchir en fait, aux transformations de ce double régime de territorialité, c'était plutôt les problèmes que posent les compensations que demandent certains États, notamment certains États d'Amérique latine, pour la non-exploitation des ressources pétrolières. Je voulais un petit peu reprendre l'exemple de Yasuni et de l'Équateur. Je crois que ça a été énormément discuté depuis quelques années, mais c'est le moment d'en reparler, puisque la décision d'abandonner le projet est récente. C'était il y a quelques mois seulement, hein, c'est ça? Ah non, c'est un peu plus ancien, c'est il y a 2 ans. Ah, déjà 2 ans, d'accord. Oui. Bon. Donc, ce qui a été intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'un État se présentait face à la communauté internationale en disant « Nous pouvons être, pour vous, autre chose qu'un pourvoyeur de ressources fossiles. Nous pouvons être un pourvoyeur de ce qu'on pourrait appeler de prestations écologiques à valeur globale, à valeur universelle, prestations écologiques étant la fonction de puits de carbone des forêts, la fonction de maintien de la biodiversité des mêmes forêts, enfin de biodiversité et de biodiversité culturelle aussi des forêts, et aussi l'espèce de raisonnement un peu bizarre qu'avait fait Correa sous l'influence de Martinez Allier, c'est-à-dire l'idée que ne pas exploiter les champs de pétrole, c'est économiser pour l'avenir des coûts de remédiation provoqués par le changement climatique. Donc, ils avaient dit, passons à un deal, on ne met pas en exploitation les champs pétroliers du parc Yasuni, et on demande en contrepartie une compensation financière de la communauté internationale, et notamment des États les plus gros émetteurs de carbone, parce qu'on leur rend service. Alors, ce qui est très intéressant dans ce cas-là, bien qu'il n'ait pas abouti, c'est que ce qu'on voit apparaître, c'est en fait, à mon avis, ce qu'il faut appeler l'économie politique du XXIe siècle, tout simplement, c'est-à-dire une économie politique à l'intérieur de laquelle ce qui s'échange, ce n'est pas simplement des marchandises, contrairement à ce qui a été le cas très longtemps, depuis la mise en place des marchés libres au XVIIIe, XIXe siècle, c'est en fait des prestations en partie immatérielles, enfin en tout cas, si elles sont très matérielles, mais des prestations écologiques globales où on échange des responsabilités, des droits de non-prélèvement des ressources, parce que ces prestations-là sont, si vous voulez, l'envers en fait, des cycles marchands ordinaires. Pour chaque marchandise mise sur le marché, il y a autant de ce que les économistes appellent des externalités potentielles. Ces externalités ayant un coût, on peut très bien, non pas faire un marché des droits à polluer, mais constituer des rapports interétatiques sur la base de ces prestations globales. C'est-à-dire, c'est ce que je voulais dire quand je parlais d'une conception réflexive de l'État comme réalité géographique, géologique, écologique, c'est-à-dire que les rapports interétatiques ne procèdent plus en fait, des rapports de force militaires, diplomatiques, économiques, mais en fait des rapports de complémentarité en fait, biologiques, écologiques entre des États qui sont conçus comme des réalités géographiques et écologiques. Et donc qui peuvent se présenter les uns à l'égard des autres sous cet aspect-là. Et d'ailleurs aussi se présenter chacun à l'égard de leur corps social intérieur sous ce régime-là. Donc c'est un peu la direction dans laquelle je voulais aller en montrant, et c'est ce que tu suggérais en parlant de protectionnisme, que en fait ce qui est en question, c'est le réenchâssement des cycles économiques, enfin des cycles économiques, à la fois dans des cycles écologiques, matériels, et en fait tout simplement dans des structures juridiques politiques, parce que ce qu'il faut pour construire ça, c'est tout simplement du droit supraétatique. Donc voilà, c'était ça l'idée, c'est très général, mais je crois que nous y sommes amenés naturellement, à la fois par les considérations historiques que je faisais et par les instruments analytiques de l'économie écologique, de l'histoire économique, etc. Le cas de Yasuni est intéressant, je crois qu'on en a déjà parlé dans le séminaire auparavant, parce que l'idée, effectivement, de Martinez-Allier a attiré l'attention de beaucoup d'entre nous. C'était une formule tout à fait originale, mais dont Correa s'est emparé, au fond, assez rapidement comme d'un instrument de chantage vis-à-vis des États susceptibles de fournir une contribution
Lorsque le chantage a échoué, au fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, c'est ce qui est le cas à l'heure actuelle, mis en concession toute l'Amazonie équatorienne, pas simplement Yasuni, qui est actuellement en cours d'exploitation par des sociétés chinoises pour l'essentiel. Donc on revient à la Chine. Je ne vais pas mobiliser les questions, je suis sûr il y en a beaucoup.